Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Donc, votre animateur, comme à l'habitude, Hubert Côté, accompagné aujourd'hui de notre nouvelle co-animatrice, Audrey Etu, qui fait partie de l'équipe de Live Capital. Donc, Audrey, merci de faire partie du podcast. Je suis super content quand tu m'as pitché l'idée de venir sur le podcast puis de co-animer avec moi. J'étais vraiment content. Ouais. Puis, en gros, je pense que, tu sais, en commençant, ça pourrait être intéressant de parler de, justement, le fameux podcast que ça fait longtemps que ça n'a pas été lancé. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, puis avant même que tu rejoignes l'équipe, j'ai fait, je pense, 150, 160 épisodes, une par semaine religieusement. Puis, on dirait, depuis la dernière année, je dirais, l'année et demie, l'entreprise a comme vraiment grossi, puis c'est devenu moins un focus, on dirait, le podcast. OK. Puis, j'avais envie de le refaire, puis là, je manquais un peu d'énergie puis de willpower. Fait que quand tu m'as dit, hey, je serais down de co-animer, j'étais comme vraiment content parce que je trouve ça le fun de faire des podcasts. Fait que je voulais te remercier en commençant pour avoir sparké l'étincelle du podcast. Ben, ça me fait plaisir. Ben, je pense que ça va être vraiment le fun. Tu sais, surtout de parler de ça, puis même pour nous aussi, là, tu sais, d'en apprendre plus un peu sur le sujet, puis d'éduquer un peu les gens là-dessus parce que c'est tellement pas quelque chose que les gens sont au courant. Là. Tu sais, c'est niaiseux, mais comme j'en parlais avec ma mère aujourd'hui, puis mes parents, mes amis savent pas encore ce que je fais concrètement dans mon day-to-day. Là, pour vrai, mais l'entrepreneuriat, je trouve ça fascinant, puis c'est ça va vraiment être nice. Ouais. Je suis contente. Fait que l'objectif, à un certain moment, ce podcast-ci était le podcast numéro 1 sur les finances au Québec. On faisait 30 à 40 000 downloads par mois. On était pas mal top 1. L'objectif avec toi, ça va être de redevenir le podcast numéro 1, mais sur le monde des affaires, at large. Fait que le concept qu'on veut peut-être réinventer, avant, je parlais justement beaucoup de finances personnelles. Ça va être de parler, oui, encore de finances, mais plus précisément d'acquisition puis de vente d'entreprise, qui est pour moi le véhicule que j'ai choisi après des années de blogs, d'articles, de newsletters, de podcasts, de recherche dans le domaine de comment puis pourquoi investir son argent. Pour moi, ça a été comme l'industrie vraiment révélatrice. Puis, on pourra justement en plonger en détail là, dans les prochains épisodes. On va avoir aussi des invités éventuellement. Oui, sur la fiscalité, sur les erreurs à ne pas éviter, surtout le financement. D'autres entrepreneurs aussi. Je pense que ça serait cool. Mais c'est ça. Fait que peut-être juste avant de plonger, on va apprendre à te connaître aussi. Tu sais, en ce moment, je sais que tu portes plusieurs chapeaux chez nous. Ça ressemble à quoi un peu ton day-to-day en ce moment chez Live? Oui, effectivement, je porte plusieurs chapeaux, comme tu dis. Je suis directrice de compte, donc je fais les suivis clients, je fais les appels de démarrage. Je suis aussi analyste, donc je m'occupe des analyses financières des entreprises. J'organise des conférences. Je viens faire le podcast avec toi. Je m'occupe de la formation. J'aide les autres personnes dans le staff. Fait que je suis rentrée dans le côté vente aussi au départ. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé concernant de savoir vraiment les deux côtés de l'entreprise. Là, on s'entend, on a le rachat d'entreprise puis on a la vente. Fait que c'est ça m'a vraiment aidé de passer par là en premier. Puis tu sais, c'est cool de voir ta progression, puis ça prouve un peu la force un peu du programme, c'est que tu sais, quand tu es rentré, tu avais quelques connaissances de base, mais tu as énormément appris aussi depuis ces derniers mois. Tu as fait des dizaines et des dizaines d'analyses, tu sais comment lire des états financiers, puis ça avance bien. Tu as dit au début du podcast que tes parents don't know what the hell you do au day-to-day. Parce que c'est vrai que c'est très obscur. L'achat d'entreprise, tout le monde nous dit trouve-toi un job, achète-toi ta maison, puis achète-toi un triplex, puis that's it. Ouais. En commençant à travailler chez nous, c'était quoi un peu les questions que tu te posais ou c'est quoi les questions que les gens se posent peut-être autour de toi par rapport à ce qu'on fait ou l'industrie at large de l'achat et de la vente d'entreprise? Bien, je pense que honnêtement, juste le terme d'acquisition d'entreprise, c'est tellement flou. Là. On s'entend, la société, on est tellement éduqués à comme être des employés. Je veux dire, depuis qu'on est jeune, on est cadré dans des cadres professionnels de 9 à 5, à l'école, le primaire, le secondaire, le cégep, c'est super cadré. Puis, moi, j'étais rentrée là, puis oui, j'étais toujours
vraiment intéressée par le cadre entrepreneurial. Mais moi, dans ma tête, l'entrepreneuriat, c'était tu pars ton entreprise. Fait que si je voulais être chef d'entreprise à m'amener, fallait que je trouve une nouvelle idée, fallait que je débute une nouvelle entreprise. Mais le fait d'acquérir quelque chose déjà existant, moi, dans ma tête, j'étais juste même pas au courant que ça se faisait. Tu sais, j'ai vu tes pubs sur Internet, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je pense que le monde, c'est ça, tu sais, ça reste que maintenant, il y a tellement de nouvelles technologies pour investir notre argent, que ce soit le dropshipping, le e-commerce, le remote closing, peu importe, tu sais, tout maintenant est comme... Tout le monde veut travailler de la maison. Puis je pense que les nouvelles générations aussi, c'est ça beaucoup. Là, tu sais, on recherche beaucoup des conditions de travail, on veut voyager, on veut plus en profiter. Puis... Puis le monde de ton âge, tu sais, je me demande autour de toi, c'est quoi un peu je dirais le thinking ou leur philosophie d'investissement, tu sais, parce que moi je vis dans une bulle où tu sais, ça fait beaucoup de sens d'acheter une entreprise, puis tu viens d'un monde externe avec des amis qui ont, tu sais, qui sont pas dans le monde des affaires ou peut-être qui veulent se lancer dans le monde des affaires. C'est quoi un peu leur opinion par rapport à l'achat d'entreprise? Est-ce qu'ils voient ça comme quelque chose d'extraterrestre, d'alien, ou c'est quand même quelque chose qui intrigue du moins les gens autour de toi, tu sais, ce que tu fais maintenant? Ben, je pense que le monde, encore une fois, c'est tellement flou que c'est difficile d'avoir une opinion là-dessus. Okay. Tu sais, c'est comme... Ils sont comme pas assez au courant. C'est comme quelque chose de « Ah, mais je suis pas sûre de faire vraiment confiance à ça parce que je suis pas vraiment assez au courant de c'est quoi. » Ouais. Je sais pas si... Tu sais, je veux dire, justement, c'est pas quelque chose qui est enseigné. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est apporté comme vraiment couramment aujourd'hui. Ça l'est de plus en plus, mais comme, tu sais, de partir, comme que je disais, de partir une entreprise, c'est une chose, mais de vraiment acquérir quelque chose qui existe, c'est pas quelque chose qui a été vraiment très commercialisé, tu sais, depuis longtemps. Tu sais, ça l'est maintenant, mais comme pas beaucoup. Fait que les gens, je pense que sont un petit peu plus craintifs, ou quand ils sont plus dans le processus, ben là, ils sont contents, mais en même temps, là, c'est le fun d'en apprendre plus puis de savoir un peu comment ça marche. Puis finalement, tu sais, on le sait, on le fait quand même à tous les jours. C'est pas un processus qui est nécessairement compliqué. L'important, c'est juste d'être bien entouré puis d'y aller vraiment étape par étape. Ouais, puis tu sais, at the end of the day, il y a plein de façons de réussir en affaires puis de générer plus d'argent. Je pense, en tout cas, pour l'avoir vécu puis avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, c'est ça un peu la beauté de la chose, d'acheter quelque chose qui roule déjà. Il y a plein d'avantages, oui, fiscaux, économiques, mais c'est le fameux, tu sais, pour la première fenêtre de comme 5 à 10 ans où c'est un miracle si tu fais vraiment de l'argent avec ta business, dans le sens que tu as bâti, puis c'est excessivement long. Fait que pour des gens qui ont déjà une job, qui sont dans la trentaine, ils ont un bon salaire, mais ils se sentent un peu limités par leur boss, puis ils se sentent un peu dans une cage dorée, entre guillemets. Là, c'est le genre de personnes qu'on accompagne. Là. Ouais. C'est vraiment, je trouve, tu n'as pas à faire le sacrifice de tes 5 premières années. Fait que c'est pour ça que je trouve l'idée géniale. Puis tu le fais avec moi au day-to-day, mais le but, c'est de rendre ça aussi simple que d'acheter une maison. Parce que, à the end of the day, tu achètes une maison dans laquelle tu habites. Ça, c'est comme pratique courante. Mais personne ne se dit, OK, ben, le bien immobilier dans lequel je vis pas toute ma journée, right? Peut-être 8 heures par jour, si tu comptes pas les nuits, mettons. T'as genre 2 heures le matin, puis un genre de 6 heures le soir qui était là. Mais le reste de tes journées où tu es au travail, ben pourquoi pas être propriétaire de l'endroit où tu travailles aussi? Mais non, c'est ça. Avec autant de mise de fonds, tu peux faire des fois la même chose. Là, fait que... Mais mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, qui, justement, peut-être connaissent même pas le principe de rachat d'entreprise, tu veux-tu commencer juste par expliquer, là, oui, on parle d'entrepreneuriat puis tout ça, mais il y a quand même une différence entre faire un start-up et l'acquisition d'entreprise. Puis nous, ça va vraiment être ça, l'acquisition. C'est quoi la grosse différence entre commencer sur une entreprise puis acheter une entreprise qui existe déjà? Ouais. Je pense que, moi, initialement, là, quand j'ai commencé dans le monde des affaires, j'avais peut-être 16 ans. J'ai essayé de démarrer comme 4-5 business avant d'acheter ma première entreprise. Right? Fait que j'ai essayé justement de faire un e-commerce, d'avoir ma propre marque de vêtements. C'était vraiment atroce. J'ai essayé de vendre des services d'entretien de terrain. J'avais essayé de lancer une agence marketing, ça n'avait pas fonctionné aussi. Puis, je pense que j'ai essayé d'investir en crypto, quelque chose comme ça. OK? Ça, c'était pendant que j'étais à l'école, etc. Fait que, tu sais, tous les genres de side hustle ou les hustles que tu peux imaginer, je les ai toutes faites. Puis pour moi, pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est que, tu sais, se créer une marque, se créer des premiers clients, se créer un portfolio, se créer une équipe, avoir des revenus pour acheter de l'inventaire, avoir de l'argent pour acheter de l'inventaire puis d'autres choses,
veux pas, ça fait beaucoup de variables à contrôler en même temps. Puis souvent, tu n'as pas toutes les connaissances pour ce faire. Puis tu faisais tout ça en plus de ta job ou tu étais à l'école, tu sais, à 16 ans, tu étais au secondaire, tu n'avais pas fini ton secondaire? J'ai dit 16 ans, mais dans le fond, c'était début cégep, puis après ça, université. Là. OK. J'avais peut-être 17-18 ans. J'étais dans les sports pas mal, je jouais au foot. OK. Puis, je travaillais, j'avais une job, j'allais au cégep, puis j'ai essayé de lancer mes entreprises aussi en même temps. Puis tu étais à l'étude temps plein en train de tout faire ça? Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. OK. Fait que, c'est ça. Fait que, en gros, tu sais, après l'avoir essayé à plusieurs reprises, j'étais comme, OK, guys, tu sais, je comprends, je veux être entrepreneur, mais pourquoi est-ce que je me casserais la tête à essayer de construire quelque chose alors qu'en réalité, je peux peut-être acheter quelque chose qui roule déjà bien. Tu sais, il y a quelqu'un à quelque part qui a figure it out, puis il y a un modèle d'affaires qui fonctionne, il y a des revenus, et qui est une business. Ben pourquoi pas juste s'approprier cette business-là qui roule. Qui, à première vue, c'est assez simple, c'est un shortcut, puis après ça, c'est de voir, OK, ben, comment concrétiser ça. Et quand j'étais à l'Université Laval, j'étais encore aux études. Pendant ce temps-là aussi, j'avais un autre job à temps plein. Il y avait des machines distributrices. Puis, je me disais, hey, c'est tellement con. Il y a une baie vitrée, il achète une O'Henry 1 pièce, il y a vend 4 pièces. Clairement, genre, il doit avoir une marge. Puis là, je commence à faire des recherches sur l'industrie. Là, je suis comme, OK, dans le fond, il y a du monde qui font vraiment du cash, là, juste avec des machines distributrices. Là. On parle de 50, 100 000, 150, 200 000, 300 000 de revenus supplémentaires. Là, puis à ce moment-là, je m'excuse, je te coupe, là, mais à ce moment-là, là, ce qui t'intéressait, là, c'était-tu de faire un investissement ou c'était vraiment le côté entrepreneurial de la chose? À un jeune âge, quand même, que tu es allé aux études, tu fais du sport, puis tu pars tous ces projets-là, c'est fructifier ton argent ou c'est vraiment comme de devenir... C'est comme la fibre entrepreneuriale de pas avoir un patron, puis de pas faire un 9 à 5, puis de pas rester comme dans ce cadre-là. C'est quoi qui t'attirait à ce moment-là? Pour moi, c'était plus un childhood trauma, là, dans le sens que quand j'étais kid, dans le fond, mon père nettoyait les eaux pour la ville, ma mère était secrétaire pour le gouvernement, puis j'ai 3 sœurs. Fait que, on est 4 kids. J'ai pas... je ne veux pas dire qu'on était pauvre ou que j'ai manqué de quoi que ce soit, mais tu sais, t'es quand même... une famille moyenne. C'est ça, famille moyenne. Puis l'argent, c'était quand même toujours un sujet de chicane, de controverse. Ouais. Puis beaucoup de nos décisions étaient régies par ça. Fait que je me suis senti quand même oppressé par justement le fait qu'il y avait peut-être pas toutes les capacités financières pour faire ce qu'on voulait faire, voyager, whatever it is. Fait que pour moi, early on, ça m'a vraiment marqué dans ma jeunesse. Puis je me suis dit, écoute, j'ai pas envie d'être régi par justement des décisions monétaires. C'était comme un peu ça qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Puis j'avais un oncle que je trouvais vraiment badass. Puis lui, il était en business. Puis il était comme loin, là. Il venait rarement. Mais quand je le voyais, j'étais comme, aïe, aïe. Lui, il a de l'air. C'était comme un modèle. Financièrement. C'est ça. Ça a comme spark ma curiosité. Puis, parce que j'ai pas de soeur, pas de frère, pas de mère en affaires. C'est ça, t'as pas grandi dans un monde zéro. De gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Mes sœurs sont professeurs, infirmières. Genre, c'est comme... Tu peux pas être plus loin du domaine entrepreneurial. Là, je trouve que c'est justement une belle preuve que tu n'as pas besoin d'avoir un méga bagage. J'ai même pas étudié en finance. Tu posais aussi cette question-là. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros background financier pour acheter une business. Genre, non. Quand tu connais la recette, ça, peu importe là, ton background, on accompagne du monde, la construction, ou peu importe, il n'y a pas de bon ou de mauvais domaine. Là. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est de là que ça venait. Fait que mon objectif avec ça, c'était pas d'avoir une quête entrepreneuriale, pour être honnête, c'était juste de devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible. Okay. Fait qu'indépendant financièrement, là, ce que ça veut dire, là, c'est dans le fond, l'argent que tu as de placé te génère, exemple, un certain pourcentage. Fait qu'exemple, que tu as 1 million en bourse qui te génère 10 % par année. OK? Ouais. Tu as 1 million de placé, 10 %, tu fais 100 000. Ça veut dire que si tu prends, tu ajustes à l'inflation, là, fait que tu as 8 % de gain, fait que tu laisses, mettons, un 2 % pour l'inflation. Tu as 80 000 $ par année que ton portfolio, dans le fond, grossit. Fait que après un an, tu as 1 million 100 000, tu enlèves 20 000, il te reste 1 million 80 000. Tu peux te payer 80 000 en ayant encore 1 million de côté, puis juste comme collecter ça à chaque année. Puis si toi, ton style de vie, c'est que tu as besoin de 80 000 pour vivre, ben techniquement parlant, tu pourrais ne plus travailler, entre guillemets.
C'est ça un peu la notion d'indépendance financière. C'est comme, c'est quoi le montant que tu as besoin par mois pour vivre comme tu veux? Puis après ça, c'est de prendre la décision de continuer ou pas de travailler. Tu sais. Ouais. Fait que moi, c'était ça au début qui m'avait marqué. Puis à la base du blog puis du podcast, c'était ma quête de trouver les véhicules pour justement atteindre ça. Tu sais. Puis pendant que j'avais acheté ma première business, sans le savoir vraiment c'était quoi l'achat d'entreprise, j'étais comme, écoute, il y a une source de revenus potentielle là, il y a un numéro de téléphone sur la machine, appelons-le. Appeler, ouais. Puis let's figure it out, est-ce qu'il était à vendre? Tu sais. Puis j'ai rencontré la personne, finalement, oui, ça a donné qu'il était à vendre. Et j'ai fait l'achat d'entreprise, mais j'ai fait un paquet d'erreurs dans cette première achat-là. Pas fait de vérification diligente, j'ai pas observé les états financiers comme il se devait, j'ai pas fait les ajustements de salaire, j'avais pas pris en compte plein de choses dans le calcul de l'inventaire. J'avais pas levé le bon financement auprès de la banque. Toutes les erreurs pas possibles, je les ai faites. Mais, somme toute, j'ai été excessivement chanceux et j'ai quand même fait du profit avec ça, puis j'ai fait de l'argent. Puis ça je me suis pas rendu indépendant financièrement du jour au lendemain en achetant une compagnie de machines distributrices, mais j'ai compris le véhicule, puis là, c'est là que j'ai commencé à regarder autour de moi, puis que je me rendais compte que tous les gros joueurs ou les investisseurs ou les entrepreneurs connus au Québec, ben si tu creuses un peu dans leur histoire, ils ont soit eu une business ou ils en ont acheté à un certain moment dans une vie. Puis toutes les grosses business qu'on voit autour de nous, Tesla, Microsoft, Apple, la plupart des grosses business grossissent par acquisition. Fait que c'est quelque chose qui est super connu dans les gens fortunés, mettons, mais dans la classe moyenne au Québec, il y a genre personne qui connaît ça. Là. C'est vraiment underground. Puis pourtant, c'est un véhicule qui existe depuis comme 100 ans. Tu sais. Ben c'est ça parce que, tu sais, il y a aussi, là, moi, je me souviens quand j'ai commencé un peu là-dedans, là, je me disais, ouais, acheter une entreprise, tu sais, c'est quoi, ça me tente pas d'être, je sais pas, propriétaire d'un. Puis là, les seules choses auxquelles je pensais, c'est comme, je peux acheter comme un Maxi ou un Beneflo, tu sais, comme on pense tout le temps à ces affaires-là, mais, tu sais, les petites business, justement, le fleuriste du coin ou comme, tu sais, des petites business comme ça qui peuvent être super rentables de paysagement, ou tu sais, on en voit là, justement là, peu importe, là. Puis, on pense pas à ça, mais des fois, justement, ça peut tellement être des bons investissements. Vraiment, tu sais, puis la semaine passée, je parlais avec Ali, une des personnes de notre équipe, puis on analysait une business de location de jeux gonflables. Je ne dirais pas la localisation puis le nom par souci de confidentialité, mais tu te dis, écoute, c'est donc mes caves d'acheter une business de location de jeux gonflables pour des fêtes d'enfants. Okay. Tu te dis, moi, Hubert, est-ce que je me suis levé un matin puis j'avais la urge d'acheter ça? Hell no, right? Ouais. Mais tu regardes les états financiers puis tu te dis, attends un peu, OK, c'était ça. Ils font 900 000, exemple, de chiffre d'affaires. Ils font 200 000 de profit. Puis la business opère 4 mois par année. Right? Tu as 3 employés dans le business. 4, excuse-moi. Tu as 4 employés dans le business. Puis le propriétaire, après toutes ses dépenses nettes d'opération, son salaire plus ses dividendes, il fait comme 150 000, 200 000. Tu sais. Puis c'est quoi l'implication du propriétaire? Ben, c'est ça. Tu sais, il travaille l'été, puis il est dans l'administration. Fait que, il fait comme entre 20 à 40 heures, mais sans nécessairement... Puis après ça, il pourrait décider de mettre un gérant en place puis juste faire 100 000. Right? Ouais. On est d'accord, mais c'est que lui, il aime ça puis il le fait. T'sais. Fait que, pour répondre à ta question, pourquoi je le fais, c'est pas parce que je veux avoir une entreprise, c'est juste que le véhicule, mathématiquement parlant, fait quand même beaucoup de sens. Ouais. Puis après ça, il y a tous les bénéfices aussi d'être entrepreneur. Puis je pense que je serais curieux de t'entendre, mais au Québec, c'est quand même pas assez, mais ça commence à être de plus en plus populaire puis glorifié. Puis tant mieux, c'est une bonne chose que les gens veuillent devenir entrepreneurs, mais trop souvent, on tombe dans le panneau de OK, je suis entrepreneur, je vais être le prochain Steve Jobs, je vais être dans mon garage, essayer d'inventer un truc. Mais c'est ça. Au début, c'est tout le temps ça, right? Tu dis, je veux inventer quelque chose. C'est tellement, selon moi, le truc le plus tough ever que ça se peut que ça te tue, genre, dans le sens que ça se peut que tu deviennes... Parce qu'il y en a, tu sais, dans le fond, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, je veux-tu vraiment être le prochain Steve Jobs? Parce que, tu sais, mettons, tu check Elon Musk, autant que je le respecte, autant que, tu sais, c'est atroce, là, genre, les choses auxquelles il a passé au travers. Puis, tu sais, pour beaucoup, j'ai l'impression que de devenir un propre patron, de pouvoir décider de ton horaire, puis de pouvoir voyager 3-4 fois par année, puis de pouvoir amener tes enfants à l'école privée, ben c'est ça la réelle liberté financière, right? Ouais.
Puis tant qu'à être limité dans un emploi actuel où ce que tu te sens plus ou moins valorisé, pourquoi pas juste devenir propriétaire de ton propre navire? Puis à la limite, faire autant ou même plus que tes revenus, tu sais. Mhm. Les gens parlent beaucoup de, tu sais, je vais acheter une business, puis je veux mettre quelqu'un en place, puis tu sais, avoir un revenu passif. Ouais. It's OK. Genre, ça fonctionne, puis il y a des business qui roulent sans propriétaire. Mais la réalité, c'est comme à quel point tu aimes ta job. Tu sais, dans le sens que tu vas travailler quand même 40 heures, on s'entend. Ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ça reste que pour commencer, de trouver une entreprise que tu as déjà des compétences dedans, puis justement que tu peux apporter tes compétences puis ton domaine d'expertise, c'est là que comme tu peux tellement faire une belle valorisation puis une belle optimisation de l'entreprise. Puis c'est là que ça devient exponentiel puis que c'est le fun. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, puis justement, tantôt tu parlais de start-up puis comme toutes les difficultés que certaines personnes ont à comme inventer ou chercher des idées ou commencer quelque chose. Puis tu sais, tu me diras si ma stat c'est bonne, mais comme il me semble c'est une entreprise sur 10 pour les start-up qui réussit. Ouais. Sinon, 9 sur 10 échouent dans les 5 premières années. Ouais, c'est. Je pense que c'est quand même accurate pour vrai. Il faudrait que j'aille revoir les stats, là, mais je pense que c'est. T'es presque là. Je pense que c'est 8 entreprises sur 10 meurent dans les 10 prochaines années, dans le fond. Dans les 10 premières années. Fait que pour plusieurs raisons, ça peut être parce que tu t'entends pas bien avec ton partner. T'as pas vraiment ce qu'on appelle le product market fit. Là, fait que il n'y a pas assez de demandes pour le produit que tu as développé. Soucis financiers. C'est souvent le manque de vente puis le manque de clientèle. Là, au début, puis pour ceux qui écoutent le podcast, qui ont déjà essayé de se démarrer une business ou un service, c'est que, dans le fond, au début, personne ne veut te faire confiance. Tu n'as aucun background, tu n'as aucune preuve que ce que tu fais, ça marche. Puis tu n'es même pas sûr que tu es capable de livrer le produit au début. Là, on ne se mentira pas. Au début, c'est toujours une adaptation. Puis tu fais un service, puis après ça, tu apprends, puis tu le développes, puis tu le raffines. Fait que, mais je serais curieux de t'entendre, toi, avant de nous rejoindre, c'était quoi un peu tes croyances, pas limitantes, mais tu t'en as parlé un petit peu, moi, pourquoi j'achèterais un maxi. Un maxi, ouais, c'est ça. Comment, y en a-tu d'autres des questions que tu te posais par rapport à l'achat de business qui étaient comme, il y a des affaires qui ne cliquent pas dans ma tête quand on parle d'achat de business? Ben, c'était comme un peu invraisemblable. Justement, moi, j'ai commencé un peu comme tout le monde. Je suis allée à l'école, j'ai été au cégep, je suis rentrée dans une job. Puis le pire, c'est que j'avais même pas une job de 9 à 5. J'étais sur les services d'urgence. Fait que c'était de nuit, de jour, de soir, c'était sur appel. C'était beaucoup très changeant. Fait que je le savais que j'aimais pas le 9 à 5 traditionnel. Mais l'entrepreneuriat, j'avais commencé là, à débuter une start-up justement d'entreprise là, de services d'esthétique à la maison. Puis j'aimais ça, le fait de comme choisir mes horaires puis tout ça. Mais justement, j'avais tellement comme idée qu'il fallait que je crée quelque chose. Puis le fait d'acheter une entreprise, je me disais, oh mon Dieu, mais il va me falloir, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette pensée-là là, de il me faut 100 000, il me faut 200 000 pour acheter une entreprise. Puis ça, c'est tellement pas le cas. Justement, on peut commencer, à la limite, on commence plus petit, mais comme on en achète une, puis après ça, comme tu disais, là, les grands entrepreneurs, ils ont fait une croissance par acquisition, ben ils en ont acheté une, puis une deuxième, puis on revend, puis on roule, puis let's go. Puis moi, je pensais pas que ça, c'était possible. Je pensais que si tu voulais être entrepreneur, fallait que tu sois né dans un cercle de ça, où tu aies des contacts, ou que c'était comme pas vraiment quelque chose d'accessible au grand public, mettons. Ah ouais, OK. Ouais. Mais là, c'est le fun de voir que, justement, il y a tellement plein de gens qui peuvent faire ça. Puis, je pense que aussi maintenant, les gens se réveillent un peu plus là-dessus. Avant, là, les gens là, dans les écoles primaires, là, les tannants, c'était comme, c'est des tannants, mais maintenant, c'est comme, c'est peut-être des artistes. Comme, on parle de ça, mais comme, il y en a des adultes, justement, des fois, qui se sentent pris dans des 9 à 5, puis sont comme, je sais comme pas trop quoi faire, puis ça fait 30 ans que je fais ça, fait que je vais continuer à faire ça, mais comme, il en reste du temps, puis il y en a des opportunités, puis, justement, je sais pas si tu peux apporter le point de pourquoi maintenant, est où l'opportunité de maintenant, pourquoi l'acquisition d'entreprise, c'est quelque chose de... Ben de ta compréhension, je te retourne la question. Pourquoi, selon toi, maintenant, mettons, c'est un bon moment pour acheter une business au Québec? Là? Ben, dans les prochaines années, en tout cas, c'est sûr que ça va être vraiment... maintenant et dans les prochaines années, là, dans les 3 à 5 prochaines années, je dirais, on a la génération des baby boomers
qui maintenant là, s'en va très prochainement à la retraite et qui ont déjà commencé. Donc, ces gens-là, évidemment, là, c'est plein de chefs d'entreprise. Puis encore là, quand je dis entreprise, je parle pas juste du Maxi, du Ben et Florentine, je parle de toutes les petites entreprises au Québec qu'il peut avoir. Puis évidemment, il manque énormément de relève. Il n'y a pas assez de gens qui veulent reprendre ces entreprises-là. Fait que là, c'est important, justement, il va y avoir énormément d'opportunités puis d'entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années, et ça dans plusieurs domaines d'activité. Fait que c'est pas parce que tu as toujours été, je sais pas moi, plombier, ben qu'il n'y aura pas d'entreprise de plomberie à vendre prochainement dans ta région, tu sais, au contraire. Fait que je pense que c'est une opportunité qui peut être là vraiment comme pour Absolument. tout le monde. Je suis en train de regarder la stats là, en ligne. Il y a plusieurs articles là, qui en parlent. J'invente pas le concept. Là. C'est... aux États-Unis, ils en parlent souvent, là, ça s'appelle le Silver Tsunami, là, fait que c'est le plus gros transfert de richesse dans le fond au monde qu'on ne vivra jamais en Amérique du Nord, là, qui est le transfert, comme tu l'as bien dit, de la génération des baby boomers aux générations en dessous. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, les baby boomers ont pas mal tous les business, tout l'immobilier, puis tout le cash. Fait que il y a plusieurs stats qui sortent à ce sujet-là, là, mais mettons, juste en 2024, il y a quelques, ils disent environ entre 10 à 20 000 entreprises qui ont changé de main. C'est une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente, mais il y en a encore plus de 100 000 qui vont transférer dans les prochaines années aussi. Fait que, en gros, c'est que la moyenne d'âge, il y a environ 250 000 business au Québec de toute taille. Okay? Fait qu'il y en a qui font 50 millions comme il y en a qui font 500 000. Sur ces 250 000-là, la moitié est possédée par les baby boomers. Fait que des gens qui ont 50 ans et plus. Fait que si tu regardes ça statistiquement parlant, sur tous ces business-là, disons qu'exemple, la moitié sont pas vendables ou vont être transférés de père en fils ou de mère en fille. Puis que, mettons, là-dedans, il y a des gens qui vont leur prendre à partir des employés. Ça reste qu'il y a il y a comme 60 000 ou 50 000 business qui doivent changer de main. Puis on est dans un marché d'acheteurs parce que il n'y a pas 50 000 acheteurs. Là. C'est vraiment un plus petit marché. Fait que, contrairement à l'immobilier où il n'y a pas assez de vendeurs puis beaucoup d'acheteurs, il y a vraiment beaucoup de surenchères. Là. Tu vas acheter un triplex à Beauport, tu as 5 offres d'achat, 10 offres d'achat, puis il se vend 100 000 au-dessus du prix sortant. Fait que... Puis ça, justement, là, je pense que ça pourrait être un sujet important là, à apporter dans un des podcasts qu'on va faire. Là, mais la différence, je pense que les gens sont beaucoup justement, l'inflation, je veux devenir propriétaire, je vais aller investir dans l'immobilier. C'est comme la première ressource vers laquelle les gens se tournent. Puis souvent, ben moi, les clients que j'accompagne, là, souvent, c'est comme j'ai investi dans l'immobilier, puis je réalise que finalement, je vais faire un retour je vais faire un retour sur mon argent dans comme 30-35 ans. Fait que je vais plus me retourner vers l'acquisition d'entreprise. Fait que, peut-être de comme donner du knowledge aux gens sur la différence entre, oui, l'immobilier, c'est un super bon marché pour investir, mais est-ce que si tu veux un retour sur ton argent jour 1, est-ce que c'est là qu'il faut que tu ailles? Peut-être pas, tu sais. Oui, c'est vraiment un bon point. Puis je pense que c'est ça le défi, tu sais, puis la quête entrepreneuriale, c'est d'augmenter ses revenus mensuels. Tu sais, je pense que pour plusieurs, c'est ce qu'ils voient à travers l'immobilier parce que ça existe. Tu sais, dans le fond, c'est tellement... Je sais pas comment tes parents t'en parlaient, mais pour moi, je me rappelle, c'était comme la chose à faire. Là, achète une maison. Ouais, le plus rapidement possible. Exact. Puis achète-toi un triplex. Puis tant mieux ceux-là qui l'ont fait avant la COVID. Là, c'est super bon. Oui, mais maintenant, bonne chance. Là. Mais c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, si tu veux vraiment augmenter tes revenus personnels, il y a littéralement 3 options. Right? Tu augmentes ton salaire. Tu essaies de négocier, exemple, ton salaire. Tu trouves un autre job plus payante. Puis là, la troisième, selon moi, c'est te lancer en affaires. Tu peux essayer de te lancer en affaires, mais statistiquement parlant, ça va être tough. Puis tant mieux si tu l'essayes. Puis la nouvelle, la quatrième option, c'est comme, pourquoi pas acheter une business qui génère plus de revenus, que tu peux négocier ton propre salaire selon ce que tu veux. Puis d'être en mesure de, encore une fois, lever à l'heure que tu veux, etc. Souvent, je parlais à quelqu'un cette semaine, un de nos clients qui disait
qui était inquiet justement de la charge entrepreneuriale, du fait que quand tu as une business, il rencontre du monde qui travaille 80, 100, 120 heures par semaine. Puis c'est drôle parce que hier, je parlais à un de mes amis aussi, puis il est entrepreneur, puis on parlait un peu justement de le fait que c'est un choix puis c'est une personnalité. Là, je pourrais vraiment faire 40 heures semaine ou 30 heures semaine puis suivre la trajectoire actuelle. Mais je le fais par passion parce que j'aime ça de faire whatever, 80, 100 heures. Mais c'est que tu as le choix à the end of the day. Là. Souvent, ils me disent je veux pas te voir travailler 80 heures par semaine. Mais guess what? Tu peux embaucher quelqu'un. Ben c'est ça va être un choix. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont stressés par rapport à ça, de comme ah oui, mais je vais devenir chef d'entreprise, mais comme je sais pas comment être ça, moi, un chef d'entreprise, mais comme, ça reste que l'acquisition d'entreprise, il y a un vendeur, grossièrement, là, il y a une entreprise qui roule, il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui rentre. Fait que la personne qui part, là, elle va être là pour un transfert de connaissances. Fait que c'est comme rentrer dans une job, d'apprendre une nouvelle job avec quelqu'un qui va te mentorer à faire ça. Puis en plus, si tu choisis un domaine que tu connais déjà, mais ça va se faire les doigts dans le nez. Fait que, tu sais, encore là, tout l'important, c'est d'être bien entouré là-dedans, tu sais. Fait que... Ouais, puis c'est fascinant, je pense qu'on pourrait en faire plusieurs autres épisodes là-dessus, mais l'espèce de mentalité de c'est compliqué de gérer une business, puis j'ai pas le bagage, là, c'est tellement... Tu sais, t'as pas besoin de grand-chose. Tu sais, tu le vois, là, mais les propriétaires d'entreprises auxquels on achète leur business, tu sais, c'est pas du monde, tu sais... Je suis peut-être l'air intelligent parce que je suis devant un micro, là, mais je suis vraiment pas si smart que ça. Là, c'est pas une question de QI ou genre d'intelligence ou de sauce secrète. Là, c'est juste qu'ils ont fait un modèle qui fonctionnait probablement déjà. Exemple, un garage. Puis c'est juste que ça fait 10, 15, 20 ans qu'il fait ça. Puis la beauté de la chose, c'est ça, la clientèle est établie. Puis si tu regardes les stats, ben, tu dis, OK, tu passes la limite des 10 ans où tu échoues. Puis après ça, c'est comme un océan, c'est très vert puis très florissant là, si tu passes le cap des 10 ans. Fait que c'est ça que tu viens un peu récolter. Fait que non, c'est ça, absolument. Je trouve ça fascinant quand même, la philosophie de OK, j'ai peut-être pas ce qu'il me faut, mais en réalité, la personne... on dirait, le moment où ça a cliqué aussi pour moi dans ma vie, c'est quand je me suis rendu compte que tout ce qui est construit autour de nous, c'est du monde comme toi puis moi qui ont juste décidé de le construire. Là. C'est comme les règles là, qui nous entourent. C'est une bonne chose qu'ils soient là, mais c'est du monde qui sont pas plus intelligents, qui ont dit il faudrait peut-être faire ça de telle façon. Puis c'est ça une business à the end of the day. Oui, une culture, oui, une mission, des valeurs, mais c'est des processus. Puis c'est pas pire qu'avoir une job. Là, genre, mais c'est ça. Puis je pense que ça va être vraiment ça le but du podcast, c'est de montrer aux gens que comme c'est vraiment possible, c'est vraiment atteignable. Puis il faut juste s'entourer des bonnes personnes, puis faire les bonnes étapes au bon moment, puis juste être stratégique dans ses choix. Puis justement, avec des efforts, avec du temps, puis de la discipline, tout se fait. Puis justement, comme tu dis, les gens qui sont en haut puis qui sont chefs de multi-entreprises, ben comme ils ont commencé avec une job de 9 à 5. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne, à moins d'être dans des familles très fortunées, il n'y a personne qui naît avec ça. Non. C'est très peu, en tout cas. Vraiment, vraiment. C'est bien dit. Fait que, je pense que pour les prochains épisodes, ça va être, on va parler de tout ça. On va parler d'affaires aussi, avec un peu de good vibe, good energy. Puis, peut-être un peu d'humour si... Oui, si on se permet. Puis avec c'est ça, avec des invités, tu sais, des gens qui ont passé par nous, là, tu sais, je veux dire, nous, c'est sûr qu'on va parler de plein de sujets, de qu'est-ce qu'on peut faire comment gérer une business aussi. C'est ça. Puis si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, qui vous intéressent, des invités, des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, c'est sûr que ça va nous faire plaisir. Mais c'est sûr que des gens qui sont passés par l'entreprise, qu'on a aidé à acheter, tu sais, justement, des gens qui viennent parler de leur expérience tangible, ça, c'est sûr que ça va être le fun. Oui, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, le but, ça va être en terminant d'amener du concret. Si jamais vous voulez nous voir aussi, on est sur YouTube. Fait qu'on a marqué d'ailleurs 15 000 abonnés sur YouTube. On a franchi le cap. Fait que vous pouvez aller voir nos visages sur YouTube. Si jamais vous voulez nous écouter en voiture pour aller travailler aussi, on est partout là, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Écrivez-nous sur Instagram, Facebook.
Ça va nous faire plaisir. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi ou des invités que vous aimeriez qu'on aille, on va essayer d'être assidus puis de faire au moins un podcast par semaine. Absolument. On knock on wood, c'est ça l'objectif. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. C'est le grand retour du podcast. Donc, merci Audrey, puis on se dit à très bientôt. À bientôt. Bye.